Merci d'avoir choisi de passer un moment en notre compagnie. Merci d'avoir bravé des conditions un petit peu particulières dans lesquelles nous vivons actuellement pour être là. C'est que déjà il y a en vous quelqu'un qui veut faire un chemin et braver une des émotions, on va dire, qui est en train de paralyser le monde et qui s'appelle la peur. Ces émotions qui se présentent dans notre quotidien et particulièrement dans les quotidiens que nous traversons collectivement et individuellement, parlent de choses qui sont là en fait depuis longtemps, individuellement et aussi dans ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Donc le thème de cette conférence est justement comment je fais le lien entre ces émotions qui parfois sont troublantes, dérangeantes, voire parfois même destructrices, à une énergie qui est au contraire consciente et créatrice. Donc pour en parler, moi je suis Alain Bellone. Alain Bellone est le directeur de l'Institut européen de sophroanalyse, et je ne vais pas vous faire une présentation de la sophroanalyse, mais vous faire, on va dire, vous amener intérieurement à explorer le monde des émotions et à travers cette histoire, on va dire, que je vais vous raconter du monde des émotions, de parler aussi de comment la sophroanalyse, qui est une méthode psychocorporelle d'accompagnement global de la personne dans toutes ses dimensions, à savoir aussi, pour faire simple, le corps, l'esprit et le cœur, comment justement on peut arriver à être au contact des messages de l'émotion pour transformer l'énergie déstabilisatrice, souvent, que l'émotion génère en nous, en une émotion, en une énergie, qui soit, elle, au service de notre évolution, une énergie consciente qui sert quelque chose, à savoir l'idée que nous sommes créateurs de notre existence, que nous sommes créateurs de la réalité que nous percevons. L'émotion, elle est dans le corps. On la ressent dans son ventre, dans sa gorge, des fois même dans ses mains. L'émotion, ça peut être quelque chose de super joyeux, l'extase, l'admiration de quelqu'un, l'amour ressenti pour quelqu'un, d'un seul coup, ça vibre, ça pulse, il y a quelque chose qui est excité. Et puis l'émotion, c'est aussi souvent rattaché à de la tristesse, à de l'angoisse, à de la peur, à un sentiment d'inexistence. Et une émotion souvent se présente d'une manière, on va dire, non contrôlée, comme si c'était quelque chose qui, donnant l'impression de venir de l'extérieur, vient au contraire nous envahir, nous déborder, jusqu'à ce qu'on puisse même sentir que nous sommes hors de nous, c'est-à-dire hors de la conscience. L'émotion peut tellement nous emporter qu'en sophroanalyse, on appelle ça une transe hypnotique. C'est-à-dire à ce moment-là, par exemple, je suis emporté par la colère, je suis hors de moi, je ne sais plus ce qui se passe. J'agis, je réagis en fait d'une manière complètement mécanique, sous l'emprise, entre guillemets, de quelque chose qui ne parle pas du présent, mais qui me parle du passé. L'émotion est un moyen pour le psychisme, pour la psyché, pour notre monde si vaste, le monde si vaste de l'inconscient, d'exprimer quelque chose qui parle d'une histoire peut-être non résolue. Pour aborder les émotions, pour pouvoir les rencontrer, c'est assez compliqué parce qu'il y a des grandes défenses, des défenses psychiques qui peuvent nous couper de nos émotions, voire que l'émotion elle-même nous emporte tellement qu'elle se comporte comme une défense
qui nous empêchent d'accéder à ce dont elle parle vraiment. Et il y a un petit secret en sophroanalyse pour pouvoir un petit peu apaiser justement toutes ces résistances et surtout tout le discours mental qu'on va rajouter sur l'émotion, notamment sur sa cause, à savoir que c'est l'autre qui est responsable de mon émotion, c'est l'autre qui me met en colère, c'est l'autre qui me rend triste, c'est la situation, la coupable. C'est une grande défense que de mettre à l'extérieur ce qui est en fait à l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Tout vient de notre manière de percevoir le monde, de percevoir les autres, de se percevoir en fait soi-même pour le projeter dans l'existence. Et cette émotion-là, elle est un signal. Elle est un signal pour vous dire, pour nous dire, je suis emporté par ça, de quoi ça me parle. Et là, ça peut être compliqué de souvent tourner ce doigt que l'on peut pointer vers les autres, que l'on peut pointer vers la situation, et de regarder à l'intérieur de la paume de la main ces trois doigts qui se dirigent vers moi peuvent susciter également une autre émotion, en tout cas un sentiment qui peut être le mea culpa, le jugement, l'autocritique et le jugement des autres. Là, on s'aperçoit qu'il est juste le miroir d'un jugement de soi, et donc le mental adore le jugement. Et le jugement nous coupe, puisque le juge ment, il nous ment donc sur nous-mêmes, il nous ment sur la situation, il nous ment sur la nature et le message profond que l'émotion est en train de nous envoyer. Donc, pour pouvoir aller à la rencontre de cette émotion, il va falloir à un moment donné trouver une petite clé. Une clé qui nous permette d'apaiser un peu le mental. Parce que si vous dites au mental, s'il te plaît, armé des 12 singes, arrête de papoter, arrête de penser, arrête de juger, c'est comme si vous vous disiez, il ne faut surtout pas que je pense à l'éléphant rose, il ne faut surtout pas que je pense à l'éléphant rose. Vous ne penserez qu'à ça. Si je veux arrêter ma pensée, je crée une pensée de lutte contre la pensée et on s'en sort plus. Ça devient comme un dialogue de sourds. De même, si je veux me débarrasser de cette émotion, souvent les gens me disent « je voudrais me débarrasser de ça ». C'est violent de vouloir se débarrasser d'une partie de soi qui ne nous plaît pas. On a pu souffrir de blessures de rejet, et d'un seul coup, sans le savoir, on rejette une partie de soi parce qu'elle nous dérange, alors ping, dégage. Non, cette partie qui appelle en nous, celle qui est justement dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, elle nous envoie un signal. Vous savez ce qu'elle nous dit? Chaque émotion qui nous emporte, chaque souffrance intérieure est un appel à la reconnaissance. Ça vient du fond du cœur d'un enfant intérieur qui a une souffrance d'amour. Chaque souffrance que vous pouvez ressentir chez vous ou chez l'autre est un appel à l'amour. Parce qu'à un moment donné, il y a un petit garçon intérieur, une petite fille qui a vécu des expériences, des fois tout bébé, qui lui ont fait sentir que tel qu'il était, il était insuffisamment aimable, et qu'en plus il n'avait pas le droit d'exprimer ce qu'il ressentait, qu'il n'avait pas le droit d'exprimer ses besoins, qu'il n'avait même pas le droit de ressentir, et tellement il a voulu se protéger de cela inconsciemment, qu'il s'est coupé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, devenus grands, parfois, nous ne sommes pas au contact de nos émotions. Nous ne sommes même plus au contact de notre corporalité. Nous ne sommes plus au contact de notre être ressentant, de toute cette énergie que véhiculent justement nos pensées et nos émotions à l'intérieur de nous. Et qu'on n'ose même plus regarder en dedans parce qu'on peut avoir peur de ce qu'on pourrait y voir, alors que justement, tout cet amour que nous appelons
dans le monde, cette reconnaissance que nous demandons aux autres depuis nos conjoints, notre patron, nos enfants, nos amis, est en fait juste le reflet d'un besoin de reconnaissance de nous à nous-mêmes. Et c'est ça le plus compliqué. Et donc, pour pouvoir traverser les défenses qui peut-être sont des obstacles à nous rencontrer nous-mêmes, il y a une petite clé que je vous invite juste à expérimenter pour justement être plus réceptif à tout ce que je vais pouvoir vous raconter. Et pour ça, je vous invite, si vous voulez bien, à fermer les yeux un instant. Les yeux fermés, confortablement installés sur votre chaise, peut-être les mains déposées sur vos genoux. Prenez juste contact avec votre respiration, tranquillement, par le nez. Vous respirez au contact de ce souffle. Votre attention glisse dans votre tête. Je respire à l'intérieur de ma tête. Et je laisse la douceur du souffle glisser dans ma gorge. Mon attention descend le long des épaules et des bras qui se déposent peut-être sur mes cuisses. Je respire peut-être le contact de mes mains l'une avec l'autre. J'approfondis mon souffle, inspirant toute la belle énergie qu'il y a tout autour de nous, tous ces petits photons de lumière qui nous entourent. Je m'en nourris. Je m'en remplis les poumons, j'en entoure mon cœur et je descends dans mon ventre qui à l'inspire s'ouvre généreusement et se relâche à l'expire. Et me déplaçant ainsi, je me pose à l'intérieur de mon bassin qui est déposé sur la chaise. Je glisse le long de mes cuisses, descendant le long de mes jambes, je me retrouve dans mes pieds, déposés tous les deux sur le sol. Là, je respire l'énergie de la terre, l'énergie féminine et maternelle de la terre. Et j'inspire profondément cette énergie féminine et maternelle et je viens la déposer dans mon bassin. Et là, intérieurement, je peux déposer une intention, une déclaration. Je suis la sécurité. Je suis la confiance. J'imagine des racines qui s'ancre profondément dans le sol et je respire peut-être cette énergie qui me fait dire que cet ancrage, cette sécurité est disponible en moi. J'inspire profondément cette énergie, je la laisse remonter le long de la colonne vertébrale et je l'amène jusqu'au sommet du crâne. Et au sommet du crâne, j'imagine un fil de lumière qui me relie au ciel, à l'énergie du ciel, masculine, paternelle. Je me laisse envahir doucement par cette énergie et à nouveau, respirant tranquillement, je peux poser, respirer dans ma tête cette intention. Je suis la sécurité. Je suis la confiance. Juste, je respire pour éprouver ce que cette simple suggestion me fait ressentir. Et doucement, j'invite l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, l'énergie du haut de ma tête, l'énergie qui est dans mes pieds, dans mon bassin, à se rejoindre dans mon cœur.
Et je respire comme si je pouvais inspirer et expirer à partir de mon cœur. Je salue mon cœur, ce cœur qui bat chaque seconde depuis quasi l'instant où j'ai été conçu. Ce cœur qui me donne une leçon d'acceptation parce qu'il nourrit d'énergie de vie chaque partie de moi, chaque membre, chaque organe, chaque petite cellule, chaque petit brin d'ADN. Il nourrit par cette énergie de vie. Il ne fait pas comme la tête le tri entre ceux qui considèrent être bien ou mal en moi. Il ne fait pas le tri entre ce qu'il considère être aimant ou pas en moi. Il me nourrit de vie et d'amour de vie. Et ainsi, quelle que soit mon histoire, il y a au cœur de ce cœur une ressource de bienveillance. Et je respire à l'intérieur de ce cœur et je peux poser l'intention, je suis la bienveillance. Et je respire, que cette simple invitation me fait ressentir cette bienveillance pour moi, cette bienveillance en moi. Et rien qu'en respirant, rien qu'en me souvenant qu'à l'intérieur de moi, il y a un espace dans lequel je peux me sentir en toute confiance, dans une énergie de bienveillance. J'imagine un chemin de nature qui me conduit à un espace réel ou imaginaire dans lequel je me sens bien. Peut-être est-ce à la montagne, peut-être est-ce à la campagne, au bord de la mer, dans une clairière de la forêt. Laissez venir un paysage que vous connaissez ou que vous inventez, respirez-en les formes, les couleurs, même peut-être les parfums. Et posez-vous tel que vous êtes là, assis tranquillement dans cet espace de calme. Et respirez ce que vous éprouvez à cette simple invitation. Et respirez en inscrivant dans votre corps, en repérant dans votre corps ce que vous ressentez, pour vous souvenir que vous avez en quelques instants la capacité justement de relâcher le corps, de relâcher les pensées et de mobiliser en vous des ressources qui sont toujours à votre disposition, quel que soit ce que vous expérimentez dans la vie. Une capacité d'accueil. Et la première chose, la première personne qu'il s'agit d'accueillir, surtout si on est sur un chemin sur lequel on aspire à plus d'harmonie, plus de créativité, plus de joie, comme on dit aujourd'hui, plus de bonheur dans notre vie, eh bien la personne la plus précieuse à rencontrer, la plus merveilleuse à accueillir, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes sans jugement. Donc de pouvoir rencontrer par exemple dans notre quotidien des émotions. Et ces émotions parlent de notre histoire. On a l'impression, par exemple, qu'on peut être triste ou en colère parce que justement la situation présente ou cette relation avec ma compagne, mon compagnon, mon patron, mon ami, d'un seul coup va soulever chez moi de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, et que notre perception va nous faire croire
qu'en fait, il s'agit, la cause, c'est aujourd'hui, maintenant, avec cette personne. Or, l'émotion nous parle d'une histoire peut-être qui n'a pas été résolue, d'un besoin qui, dans le passé, n'a pas été satisfait. Nous arrivons au monde comme justement des tout petits êtres qui sont des purs organes, on va dire, vivants d'émotions. Le tout petit bébé, c'est un être qui ressent. Il ressent tout. Et il ressent tout intensément. Parce que quand on est un tout petit bébé ou qu'on est un fœtus, on n'est pas séparés du monde. Nous n'existons pas encore en tant que personne. Nous sommes complètement reliés dans l'énergie au monde entier et particulièrement à notre maman. Et puis un peu plus tard aussi à notre papa. Ce que ressent maman, je le ressens. Et donc, j'absorbe l'énergie de maman. Si maman est en colère, je ressens cette énergie de la colère. De même, si moi, je suis en colère parce que je ne sais même pas poser le mot dessus, puisque j'ai 6 mois, je ressens un énervement, une tension, des fois ce qu'on appelle des pulsions très très fortes qui sont débordantes et qui fait que l'enfant a des angoisses terribles qui peuvent même lui faire croire qu'il peut être séparé de sa mère, qui peut même lui faire croire qu'il peut mourir. Quelque chose va suffoquer en lui. Vous avez tous vu un nourrisson qui pleure, il pleure, il pleure, il ne s'arrête pas, rien ne peut le calmer. L'intelligence de la psyché fait en sorte qu'il y a des petits clapets, on va dire, qui viennent se fermer pour couper justement ces angoisses, pour ramener, on va dire, une forme de calme. Mais ce calme, finalement, nous amène à nous couper au fur et à mesure de parties entières de nous-mêmes. L'enfant, en grandissant, va vivre des expériences qui, parfois, vont lui donner le sentiment que tel qu'il est, il n'est pas parfait, que tel qu'il est, il n'est pas suffisant pour être aimé et qu'il risque, s'il ne s'adapte pas, tout cela est très inconscient, de perdre ce qui est le plus important pour lui, à savoir le lien. Le lien d'amour a commencé avec la mère, mais aussi avec son père et les autres membres de la famille. Tout se passe au départ par l'éprouvé. Tout se passe dans le ressenti, justement dans le monde des émotions. Et c'est pour ça qu'en sophroanalyse intégrative, on passe par le corps pour comprendre, pas avec la tête, mais avec, on va dire, nos tripes, avec la fleur de la peau, avec le fond du cœur, ce qui a pu se produire, et dans le corps, dans la chair, jusque ensuite dans l'élaboration de pensées et de croyances qui sont venues avec, qui ont été inspirées par tout ce qu'on peut appeler angoisse et peur, pour ne pas rentrer dans des termes techniques de psychopathologie, etc. Je ne peux pas faire de la cuisine ici. Bien faire comprendre que ces émotions, en fait, que ressent l'enfant, ces risques de perte de lien, créent des blessures émotionnelles. Et que ces blessures émotionnelles s'inscrivent dans le corporel. Ce n'est pas le corps qui est blessé, c'est l'esprit qui est blessé, qui laisse des empreintes qui sont ensuite même visibles, et parfois de génération en génération, jusqu'au cœur de l'ADN. Ces empreintes émotionnelles
c'est ce qui survit du passé. Parce que, mesdames, messieurs, j'ai une bonne nouvelle, le passé n'existe plus. Il n'existe plus. Si en plus on se situe dans une vision quantique du temps, il n'y a même pas de temps. On ne va pas trop dépasser là-dedans, mais le passé n'existe plus. Que votre passé, vous le pensiez karmique, que votre passé, vous le mettiez sur votre propre ligne du temps, c'est-à-dire votre histoire, que vous alliez dans les racines transgénérationnelles, c'est-à-dire l'histoire de vos ancêtres, du côté de votre mère, de votre père, eh bien tout cela n'existe plus. Alors comment ça se fait? Si le passé n'existe plus, ça voudrait dire qu'on est tous des êtres susceptibles d'être ouverts à l'éternité de l'instant. Oui, sur le papier, oui, mais le problème, c'est que justement, il y a ces empreintes émotionnelles qui, elles, sont encore présentes. Et à ces empreintes émotionnelles est associée une pensée, une croyance, qui parfois peut être consciente. Par exemple, je suis nul. Ou par exemple, je n'ai pas de valeur. Ou par exemple, de toute façon, l'amour ça marche jamais. La preuve, à chaque fois que je rencontre une femme ou que je rencontre un homme, ça marche bien au début, mais ensuite forcément, ça vire en cacahuète et soit je l'abandonne, soit elle m'abandonne. En gros, je n'ai pas le droit de vivre une belle histoire d'amour parce que je serai de toute façon abandonné. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui peuvent élaborer ce genre de pensée. Ou alors, c'est un autre type de pensée. Dans la vie, il faut vraiment tout donner, il faut travailler pour réussir, pour gagner un beau boulot, etc., etc. Sauf que dans mon existence, j'ai pu avoir des parents qui tenaient ce discours, voire des grands-parents qui tenaient aussi ce discours, mais dans l'histoire de ma famille, et dans l'histoire même des générations passées, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des personnes en échec, avec tout le temps des problèmes de boulot, des problèmes d'argent, des gens qui se faisaient avoir, des gens qui ont vécu des faillites, etc. Ce qui fait que d'un côté j'ai une croyance, dans la vie il faut bosser dur, mais de l'autre côté il y a une autre croyance, celle-là complètement inconsciente, qui est que je ne réussis pas. Donc en gros j'envoie un discours, sans le savoir, contradictoire. Il y en a un qui dit « faut bosser dans la vie », mais l'autre qui dit « tu vas bosser, tu vas bosser, tu vas bosser, mais tu ne vas pas réussir ». Nos pensées, ces croyances, c'est de l'énergie, c'est des messages. On est des émetteurs-récepteurs. Et ce n'est pas des quantitativistes qui l'ont dit, des physiciens quantiques, parce qu'effectivement, il se trouve qu'en physique quantique, on a pu observer que l'observateur influence l'atome. Nous avons un pouvoir de création dans l'énergie. Ce pouvoir de création, vous pouvez le voir tout autour de vous. Sans pensée, il n'y a pas de création. Il n'y a rien qui est construit dans la manifestation, dans le concret. Rien ne se fait sans ce pouvoir-là. Et puis si j'arrive au boulot avec une énergie et une croyance que de toute façon, les autres ne sont là que pour m'empêcher d'être qui je suis ou m'empêcher de gravir des échelons dans la vie, je vais certainement avoir une attitude conflictuelle avec les autres. Si j'arrive avec une pensée créatrice qui est que, justement, ce qui est génial dans la vie, c'est le partage, c'est de pouvoir créer ensemble des choses, on va avoir une relation différente tous les deux, forcément. C'est mes croyances qui influencent ce que je vis. C'est pas ce que je vis qui m'influence. Tout ce qu'il y a autour de nous n'a de signification que celle que nous leur donnons, à commencer par les gens que nous côtoyons. Et qu'en fonction de ce que nous avons nourri comme croyance, eh bien, l'existence a des couleurs différentes, n'est-ce pas? Donc, en clair, pour résumer, nous vivons dans l'enfance des expériences qui laissent des traces émotionnelles.
et qui nourrissent des croyances dont la plupart sont inconscientes et qui vont venir en fait influencer nos comportements et en particulier nos comportements dans la relation. Et ce qui n'aura pas été résolu de ces blessures du passé va se répéter. En psychanalyse, ce fameux trauma se répète, parce qu'il faut qu'il se répète. En sophroanalyse, nous avons une autre vision des choses. Le trauma se répète, la blessure se répète au travers de scénarios, parfois perdants, qu'ils soient des scénarios amoureux ou des scénarios professionnels, pour nous dire « Ah ouais, ok, ça s'est répété, si j'ai déjà vu ce film quelque part, c'est toujours comme cela, ça se passe toujours comme cela. » Je ne sais pas s'il y a des personnes qui se disent « Tiens, ça me parle, dans mon histoire à moi, dans mon film à moi, il y a des choses qui reviennent un peu comme un en boucle. Ouais, ce film-là, je l'ai déjà vu. J'attire toujours le même type de personne. Ou alors, une fois, c'est moi qui suis dans une posture, par exemple, où je vais abandonner le monsieur, ou l'autre fois, c'est moi qui suis abandonné. Mais ça parle toujours d'abandon, d'accord ? On change juste de position. On peut avoir des positions préférées dans les scénarios. Hein. On peut, pour prendre un schéma qui va parler un petit peu à tout le monde, on peut être plus ou moins victime, ou plus ou moins bourreau, ou plus ou moins sauveur. Surtout si on est thérapeute. Donc, mais en fait, il n'y a pas « je suis victime » et c'est tout. Ça, c'est une identification et une limitation. C'est si je suis victime, c'est que je peux être aussi bourreau. Parce que j'ai justement absorbé émotionnellement les deux. Quand j'ai été battu, par exemple, si j'ai été battu par maman ou par papa, j'ai absorbé la violence. J'ai aussi absorbé la peur et la soumission. J'ai les deux. Donc, dans des relations, je vais pouvoir ressentir des émotions qui peuvent associer à la fois la soumission, mais aussi la colère, enragé contre ce patron qui me... ok, et je lui donnerais bien aussi, j'exploserais bien ma colère, mais il y a un interdit par rapport à la colère, parce que si je me mettais en colère contre maman, je m'en prenais une autre. Donc pas profondément de la colère, mais la colère, elle est aussi là. Donc je rentre à la maison, et là je me mets en colère contre mes enfants. Nous sommes porteurs de toutes ces énergies-là, et ces énergies-là associées à des croyances vont justement générer des relations, des comportements dans lesquels vont se manifester des émotions. Des émotions qu'on va accepter plus ou moins. Mais peut-on changer quelque chose qu'on n'accepte pas, qu'on ne reconnaît pas? Si par exemple ma voiture est en panne, si je veux qu'elle redémarre, il faut que je commence à accepter que ma voiture est en panne. C'est pas en lui donnant des coups de pied dans les pneus qu'elle va redémarrer. Il va bien falloir que j'ouvre le capot et que j'aille à l'intérieur voir ce qui ne va pas. Peut-être que je vais avoir besoin d'aide, quelqu'un pour m'accompagner à y voir plus clair dans mon moteur. Parce qu'on n'est pas tous des mécaniciens et surtout pas des mécaniciens du cœur, d'autant que le cœur, ce n'est pas une mécanique, même si parfois le psychisme nous donne bien des exemples de voir que justement on est un peu en automatique. Donc l'émotion, je peux vouloir la fuir, la recouvrir. Il y a des techniques pour ça, de respiration. La méditation me permet peut-être de plus accueillir ce que je suis, et on fait beaucoup de méditation en sophroanalyse. La sophrologie peut me permettre également d'apporter, on va dire, du baume, de m'apprendre à mieux gérer ses émotions. C'est un très bel outil, nous l'utilisons en sophroanalyse intégrative, mais je ne peux pas sortir véritablement de la répétition d'un mécanisme, d'un scénario, si je ne vais pas voir la cause. Et c'est pas tant d'aller voir exactement le souvenir, etc. Ça c'est important parce que ça permet de comprendre, mais ça peut rester qu'au niveau du mental, la compréhension, mais elle est importante. Pourquoi c'est important?
Parce que imaginez que toutes les personnalités, les belles personnalités qui sont ici, elles s'est construite à partir de cette personnalité d'un tout petit enfant. Et donc son état de conscience, c'est quoi? C'est un état de conscience d'un enfant de 3 mois. C'est un état de conscience d'un enfant de 6 mois, 6 ans, 3 ans. Donc forcément, c'est comme ça. Et nos souvenirs, c'est pas une photo de la réalité, les souvenirs. C'est une vision partielle et partiale de ce qui s'est passé. Et parfois, nous sommes autant prisonniers de l'histoire que nous nous racontons sur notre histoire que de ce qui s'est véritablement passé. Vous comprenez ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et plus je m'identifie à mon histoire, plus je peux aussi trouver des raisons de ne pas en sortir. Je comprends avec mon enfance, avec les parents que j'ai eus. C'est juste normal que je sois comme je suis. Oh, si je vous disais, respirez ça, qu'aucun enfant, donc aucun enfant dans les adultes que nous sommes tous ne peut être coupable de quoi que ce soit. Or, un enfant qui a été blessé, voire des fois de manière douloureuse, les traumas, les abus, les violences psychologiques, physiques, sexuelles. L'histoire des hommes est tellement parfois douloureuse qu'effectivement, on peut avoir l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Mais ce qui nous empêche de nous en sortir, qui nous fait croire que ce n'est pas possible, c'est qu'il y a en nous, et ça naît très très tôt, ça vient très très tôt dans l'existence, c'est de croire que c'est parce que je suis insuffisamment aimable, que tel que je suis pas digne, justement, d'être aimé. Qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le lien, dans mon histoire, et notamment dans le lien aux parents, qui a pu me faire sentir, justement, un manque de confiance dans l'autre. Parce que quand je suis petit, forcément, je suis dépendant. Okay? Donc je dois pouvoir compter la sécurité intérieure, dont on parle beaucoup en développement personnel, etc., elle ne peut pas se décréter comme ça. Mais les gars, soyez dans la sécurité, soyez dans la confiance, respirez, lâchez prise. Ok, on va se faire là tout seul. Okay. Mais quand il y a au fond de notre inconscient, justement, un enfant qui est dans la peur parce qu'il a le sentiment qu'il ne peut pas compter sur l'autre, alors il ne peut pas compter sur lui. Et donc il s'agit de pouvoir aller voir ça pour que nous reconnaissions qu'un enfant de 3 mois, de 6 ans, de quoi que ce soit, ou même de 12 qui a pu être victime d'un gros traumatisme, ne peut en aucun cas être coupable de ce qui lui est arrivé. Respirez bien cela. Notre enfant intérieur d'un côté se sent très coupable, et que la culpabilité, c'est quelque part, qui se cache derrière la colère, qui se cache derrière la tristesse, qui se cache derrière des sentiments d'abandon, est une illusion qui vient nourrir un sentiment qui est celui de la perte, de la séparation, un sentiment d'insuffisance, un sentiment de ce que j'appelle l'illégitimité, un vieux complexe qui nous empêche de nous incarner, un complexe d'incarnation. D'incarner qui? Ce que nous sommes en réalité, en totalité. Avec le triste comme le joyeux, le pacifique comme celui en colère. Tous les moi qui sont en nous. Parce qu'on voudrait changer, on voudrait justement s'apaiser. Qui n'a pas dit ici « Je voudrais être moi » ? Vous voudriez tous être vous-même. A priori. Moi je réponds oui, mais lequel? Lequel d'entre vous tous? Parce que nous sommes pluriels.
et que toutes ces émotions, parfois très contradictoires, que nous exprimons dans la vie de tous les jours, dans nos relations, et particulièrement dans nos relations amoureuses, parlent de conflits intérieurs. Il y a des parties de vous qui se sentent très en confiance. Je me souviens d'avoir accompagné un skieur extrême, genre le type qui descend des falaises où même pas tu vas à pied. Okay. Allez, il descend le truc, voilà. Toi tu crois que tu vas mourir 10 fois, okay. Même pas tu as l'idée d'aller avec lui, il va prendre le téléphérique pour descendre là où il descend. Et quand il était sur le plancher des vaches, alors là, c'était Monsieur Peureux. C'était Monsieur Peureux de tout, Monsieur Peureux de l'autre, Monsieur Peureux de réaliser des choses, etc., etc. Donc il avait les deux. Ben, il a fallu aller à la rencontre des deux émotions, des deux aspects de lui-même, parce que celui qui descendait la falaise à fond la caisse en ski, il méprisait le peureux qui, sur le plancher des vaches, avait peur de vivre. Et qui donc, des fois, avait même envie de mourir. Il avait tellement envie de mourir que le gars, il allait sur des trucs à 60 degrés. Et donc, ça n'arrivait pas à dialoguer. Et donc, il y avait des émotions, là, qui se soulevaient dans le travail que nous faisions, dans lequel il incarnait véritablement, et ça, c'est vraiment un apport de la sophroanalyse intégrative, c'est-à-dire, c'est pas allongé sur un fauteuil, je visualise, ou je parle avec des mots, c'est que le peureux sur le plancher des vaches, quand je lui disais, allez, laisse ton corps agir, quand tu es dans le peureux, il était prostré. Et à ce moment-là, il avait 4 ans, et ça lui rappelait certaines relations qu'il avait avec des parents plutôt très castrateurs, très écrasants. Et que donc il se sentait tout petit, incapable de pouvoir ni compter sur ses parents, ni même sur lui-même, tellement il se s'est senti dévalorisé. Alors il s'était inventé un personnage. Le personnage du super-héros, du super courageux, qui pouvait s'évader dans le silence des montagnes, donc loin de papa et maman et de tout ça, et justement prendre des risques fous, et donc développer en lui un enfant surpuissant que rien ne pouvait arrêter, qui faisait, moi j'ai vu des films, hein, il sautait comme ça, d'un seul coup il faisait je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait 10 mètres, oh, il volait comme ça dans l'air, et puis il continuait à skier, genre un truc. Super puissant, donc c'était à l'opposé. Donc avec des types d'énergie et d'émotions complètement différentes. Mais le bénéfice du super puissant, le bénéfice secondaire, c'était finalement de se couper de l'autre. Et d'être en relation, me disait-il, quand je skie, je suis en relation, parce qu'il était d'origine péruvienne, je suis en relation avec la Pachamama. Respire bien. Respire bien ce que tu viens de dire. Donc en relation avec qui il était en fait dans la montagne? Avec l'énergie maternelle. Avec une énergie qui, quand il était dans la montagne, justement le sécurisait. Avec lequel il se sentait plein, entier et puissant et reconnu par la montagne. Et donc, cela parlait encore de la relation à maman, tandis que le peureux également, se sentant encastré par maman, se sentait indigne de maman ou écrasé par maman. Et que pour faire communiquer tout ce monde d'émotions et surtout de croyances associées, c'était compliqué. Nous sommes souvent coupés de parties de nous-mêmes parce que nous y apportons des jugements. Le jugement d'un aspect qu'en sophroanalyse intégrative, on appelle le parent intérieur. C'est celui qui montre du doigt, aussi bien soi-même que l'autre. Le parent intérieur, on en a besoin quand on est petit, hein, il nous apprend quand même à nous structurer, à ne pas taper tout le monde quand on est en colère, à nous adapter quand même au monde. Mais quand le parent intérieur est trop fort, notamment quand il peut être trop intrusif, quand il prend trop le pouvoir, il est très limitant, voire très castrateur.
et peut nous empêcher jusqu'à la fin de nos jours d'exprimer qui nous sommes, de reconnaître nos talents, de reconnaître nos dons, d'exploiter nos potentiels. Il nourrit la peur, la critique, le jugement, la comparaison. Et du coup, pour l'enfant intérieur, quoi qu'il fasse, il y a comme un discours qui dit « quoi que je fasse, de toute façon, ça ne sera jamais suffisant ». Le fameux besoin de reconnaissance qui habite, justement, qui est corollaire à un manque d'estime de soi. Donc du coup, d'une certaine façon, on a tendance à se promener avec un petit panier, hein, pour aller chercher des signes de reconnaissance chez autrui, hein, pour justement nous apporter de l'amour, pour nous donner ce sentiment de valeur dont on manque. Et manque de bol, le panier, il est percé. Ce ne sera jamais suffisant. Et là, on va faire nous souvenir. La respiration aide aussi à se souvenir que nous avons en nous, certes, les traces de ces blessures. Certes, nous avons un système de pensée souvent qui tourne en boucle et qui nous inspire des scénarios qui eux-mêmes sont des boucles répétitives, et que nous sommes plus en réaction. Du coup, nous avons en nous ces obstacles, c'est des obstacles internes à notre propre épanouissement. Mais nous avons aussi en nous toutes les ressources, parfois désavouées, parfois oubliées, pour pouvoir nous apporter des clés de compréhension, pour pouvoir aussi nous souvenir que si sur le plancher des vaches on a peur, on a aussi une autre énergie qui s'appelle la confiance, le courage, et que à ce moment-là, on va se servir de cette confiance et ce courage pour aller à la rencontre d'autres parties de nous-mêmes qui ont besoin d'être reconnues et de ne plus subir nos invectives. Et que de nous souvenir que cet aspect, par exemple du monsieur qui fait des descentes folles à ski, c'est le même aspect, c'est la même chose, la même énergie que l'autre qui a peur sur le plancher des vaches. Et que l'idée, c'est de pouvoir, à un moment donné, les faire se rencontrer, d'aller au-delà de l'émotion, de tirer sur le fil de l'émotion, pour voir justement que ces aspects antagonistes, en fait, parlent de la même histoire et d'un même besoin. Et que ce besoin-là, alors nous pouvons nous-mêmes y répondre en nourrissant notre muscle de bienveillance. Ce muscle de la bienveillance, cette énergie de la bienveillance, nous pouvons tantôt le retrouver même dans l'histoire de la personne. Et je peux vous assurer, pour avoir accompagné et formé des centaines de personnes, que même dans la pire histoire, il y a une petite fissure de lumière. Que même si parfois le parent a pu être violent à plusieurs, si je me mets à la place, si je me déplace justement corporellement, c'est ce qu'on fait énergétiquement, c'est ce qu'on fait en sophroanalyse, si je me déplace dans l'énergie de ma mère, je vais peut-être déjà changer de point de vue, parce que j'aurai un autre point de vue sur l'histoire et je vais défocaliser la perception de l'enfant pour pouvoir déjà avoir une information que je n'avais pas. Et je vais aussi me déplacer dans l'enfant de maman et comprendre encore plus ce qui peut se reproduire là, en remontant comme ça, jusque dans les générations passées. Et ça, je peux le faire, pourquoi ? Parce que il y a dans mon histoire une personne qui a pu me faire me sentir aimable. Une personne dans les bras de laquelle, ou dans le regard de laquelle, je pouvais me sentir aimé intégralement. Parfois, c'est peut-être un symbole, une énergie qui va me nourrir de ça. La Pachamama pour ce monsieur, pour d'autres ça va être Marie, le Christ, une fée, un chat, une maîtresse d'école, une grand-mère. Mais
L'idée, c'est de sentir que dans mon histoire et en moi, si je respire, il y a cela aussi. Ok, il y a de la colère. Ok, il y a de la tristesse. Mais j'ai aussi une énergie qui m'apporte un souffle d'amour. Et il n'y a que l'amour qui peut réparer le cœur d'un enfant blessé, justement dans une relation d'amour. Sans cette bienveillance, les défenses psychiques ont du mal à fléchir. Mais à un moment donné, justement, il y a quelque chose en nous qui semble abdiquer. Alors, notamment parce qu'on travaille, on explore notre histoire, on explore toutes ces multiples parties de nous-mêmes en impliquant la corporalité, en impliquant le souffle, ce qui abaisse un petit peu tous les jeux du mental, ce qui assouplit les défenses, et notamment les défenses du parent intérieur, ce qui vient rendre possible de changer à un moment donné, complètement, de point de vue. C'est le regard que l'on va jeter sur soi, le regard de bienveillance. Et à ce moment-là, il y a quelque chose dans l'énergie qui change. Parce que si je mets un peu de bienveillance sur moi, mon énergie va changer et ma relation à l'autre va changer. Je vais pouvoir voir chez l'autre la même innocence que j'ai pu reconnaître chez moi. Je vais pouvoir voir l'autre totalement légitime tel que je suis. Et dans cette relation-là, mes émotions, alors, à mes émotions vont se substituer une énergie créatrice dans laquelle je pourrai être un acteur responsable de ce que je construis. Et alors ma vie ressemblera beaucoup plus à l'harmonie. Parce que ce que j'ai de plus beau à offrir, c'est la paix que je peux avoir en moi. Et peut-être la seule mission que nous pourrions avoir en tant qu'humains, c'est justement de reconnaître qu'en nous avons justement une clé merveilleuse de bienveillance qui nous permet de bien comprendre que nous sommes la clé, la porte et ce qu'il y a derrière la porte de ce que nous cherchons. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à bien respirer pour laisser tout ce que vous avez entendu se distiller dans tous vos corps, dans toutes vos petites cellules, dans tout votre cœur. Et si vous avez la curiosité de savoir ce que l'Institut européen propose, aussi bien pour des formations, pour devenir praticien, que pour faire un propre chemin pour vous-même lors de stages, de petits séminaires et également de stages plus intensifs. Et en attendant, prenez soin de vous et plus que jamais par les temps qui courent, n'oubliez pas que la sécurité est en vous. Mesdames, Messieurs, au revoir.